Alors, première question, le test numéro 0, ça va marcher, rien n'a à changer. Qu'est-ce qui va commencer à changer? La surface d'échange, la surface totale de mon échangeur, celle-ci évidemment va changer. Pourquoi? Parce que j'ai considéré un nouveau U0 et que la surface, c'est le flux de chaleur, les 649 kW, rapporté à U0, le nouveau U0 calculé, fois F delta TML. Donc on fait les calculs, les voici. Je trouve une surface désormais égale à approximativement 30 mètres carrés, 29,75 pour être précis. Je continue mon travail, je vais à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape numéro 6, où rien ne va changer excepté le nombre de tubes. Celui-ci, évidemment, va changer, puisque ça sera la nouvelle surface divisée par la surface latérale extérieure d'un tube, pi d2L effective. Et donc, je me rends compte que le nombre de tubes va changer. Le voici, donc les longueurs, ça ne change rien du tout. Je reste toujours ici comme ceci. Mais le nombre de tubes, il va changer, il va devenir égal à 140. En fait, c'est pas 140. Hein. Euh, je tombe sur un chiffre qu'il a fallu arrondir. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai changé U0, le voici. Et pour trouver le nombre de tubes, voilà, je trouve 137,73 que j'ai arrondi à 140 étant donné que j'ai 4 passes. Il faut que le chiffre, le nombre auquel j'aboutis soit divisible par 4 pour avoir, dans mon cas, 35 tubes par passe. 35 tubes par passe. Donc on trouve, quand je divise ma surface, ma nouvelle surface est 29,75 mètres carrés, quand je divise par pi d2 L effective, je trouve 137 que j'ai arrondi à 140 pour avoir un multiple de 4. Donc je reviens, je suis là. Donc c'est pas 140, en fait j'ai arrondi à 140 et je continue. Et qu'est-ce que je vais faire? Puisque tout a changé, le nombre total de tubes a changé, donc la vitesse débitante 1 va changer également. Et est-ce qu'elle est toujours comprise entre 1,5 et 2,5? C'est ce que je vais faire là maintenant. Est-ce que le test numéro 1, à savoir la vitesse V1, est-ce qu'elle est toujours comprise entre 1,5 et 2,5? Je fais mes calculs, je trouve une valeur de 2,47 mètres par seconde. Très bien. Par conséquent, le test numéro 1 est vérifié. Je l'ai vérifié. Est-ce qu'il s'agit d'un écoulement turbulent? Je vérifie ça aussi. Une seconde. Le voici, c'est toujours supérieur à 10 000. Donc j'ai dépassé la région de transition. Donc je suis en régime turbulent. Le test numéro 1 a été vérifié. Je vais maintenant à l'étape numéro 7 pour déterminer le diamètre de la calandre, comme ceci. Donc, commençons par déterminer le diamètre de la calandre. Je vais me baser sur la relation donnée par le C-note, à savoir df, le diamètre du faisceau, ce sera égal à le diamètre extérieur multiplié par nt sur k à la puissance n. J'ai 4 passes, j'ai les valeurs de k et de n, je les remplace, je trouve mon diamètre de faisceau égal à 0,355 mètres. Je vais par le biais du diagramme, bien du graphique, trouver le jeu, et je tombe sur un diamètre de calandre égal à 367 mètres, 0,367 mètres. Pour être précis, c'est pas parce qu'ici il arrondit, parce que j'ai demandé 3 chiffres après la virgule, sinon vous le trouverez en millimètres, 366,69. N'oubliez pas, même si j'arrondis oralement les résultats, j'ai une feuille de calcul, donc elle prendra les valeurs comme il se doit, donc précisément. Alors je continue. Ah oui, par là même, le test numéro 2, une fois que je trouve le diamètre de la calandre, une fois qu'il a été trouvé, L sur diamètre de la calandre, je trouve effectivement que je respecte toujours un L sur DC compris entre 5 et 10, donc tout va bien. Mon L sur DC égale à 9,98, donc je respecte bien le critère, c'est-à-dire L sur D compris entre 5 et 10.
1 sur D compris entre 5 et 10. Le test numéro 2 a été vérifié. Je passe directement à la deuxième partie de l'étape numéro 7, à savoir baisser le degré d'ouverture de la fenêtre, le pas de chicane et le nombre de chicanes. Donc je vais, comme d'habitude, vous présenter un BC égal à 25%, le choix de Kern, et la recommandation, c'est celle de prendre B égale à 0,3 fois le diamètre de la calandre. Quand je fais mes calculs, évidemment, je vais tomber sur un nombre de chicanes qui sera un nombre décimal qu'il faudra arrondir, comme tout à l'heure. Donc je ne reprendrai pas ça en détail, mais je vais juste présenter ça. Donc 25% d'ouverture pour ce qui est de la fenêtre. Le pas de chicane égale à 0,3 fois le diamètre intérieur de la calandre. Et, c'est-à-dire, quand on fait nos calculs, puisque nous avons la dimension de la calandre, je peux retrouver le B, il est égal à 110,01 mm. Et quand je fais mes calculs pour trouver le nombre de chicanes, NB, je trouve quelque chose comme 31,81. Qu'est-ce que je fais? Je vais évidemment arrondir, et quand j'arrondis au supérieur, ça va me donner un nombre de chicanes paires. Ceci veut dire, je le répète pour la énième fois, que les tubulures côté calandre seront diamétralement opposées, et par conséquent, B n'est plus adéquat. Il faut régler le problème de B, parce que quand j'ai 32 chicanes, je n'ai plus cette longueur-là qui sépare deux chicanes. Donc il faut corriger ça, comme d'habitude. On va procéder comme on a fait tout à l'heure, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc je vais, quand je considère 32 chicanes, évidemment, ça sera plus 0,30, ça sera presque 0,30, c'est 0,2983. C'est pas très grave, donc on va accepter quand même cette valeur. Et nous aboutissons par conséquent à une longueur qui sépare deux chicanes consécutives égale à non plus la valeur de 110, mais plutôt 109,38 mm. 109,37 mm. Continuons. Donc j'ai trouvé tous les paramètres de l'étape numéro 7. Je vais normalement maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le coefficient global de transfert thermique, mais je dois m'assurer que la vitesse côté calandre se situe également entre 0,3 et 1 mètre par seconde. Je fais mes calculs sur ma feuille Excel. Effectivement, je suis toujours compris entre 0,3 et 1 mètre par seconde. Par conséquent, le test numéro 3 est vérifié. Je vais à présent vous juste présenter les résultats de l'étape numéro 6, c'est-à-dire, les résultats pour le calcul de H1, H2, et voici H1 et H2, voici les valeurs. Donc je me suis basé pour H1 sur la relation du C-note et pour H2 sur la BAC. Je trouve à l'aide des facteurs d'encrassement cette valeur de U0, on l'appellera désormais plus U0, on l'appellera U1, U1 calculé. C'est plus U0, U0 est celle-ci. Je vais donc calculer U1 calculé, c'est 780. La valeur supposée précédemment, c'est 701. Quand je fais mon test, si c'est bon, j'irai enfin à l'étape numéro 10. Autrement, je dois revenir à l'étape numéro 3 et réinjecter, au lieu de U0 calculé, injecter U1 calculé. Vérifions. Quand je fais mes calculs, ça tombe bien. Je trouve un écart de 11,18%. C'est très bien. Par conséquent, les résultats sont fiables d'un point de vue transfert thermique, évidemment. Je n'ai pas encore vu ce qui se passait côté hydrodynamique. J'y arrive à présent. Donc le critère de l'étape numéro 9 a été vérifié, respecté. J'aborde à présent les paires de charges côté tube et côté calandre. J'aborde à présent, avec ces données, les paires de charges côté tube et côté calandre. Donc je vous les présente, les expressions auxquelles nous avons
abouti que nous avons montré. Alors là, je vous demanderai juste de vous concentrer 2 secondes sur ça. Soit vous travaillez avec cette relation, avec le nombre de chicanes, ou alors si vous voulez travailler avec euh, la, la longueur effective et le pas de chicane, vous savez que n plus 1, c'est L effectif sur B. Je remplace par celle-là. C'est comme vous voulez. Soit l'une, soit l'autre. C'est comme vous voulez. Puisque, rappelez-vous, j'ai arrondi le nombre de chicanes. En plus, j'ai calculé, donc le nombre de chicanes est bon, mais en plus, j'ai calculé la nouvelle distance qui sépare deux chicanes consécutives. Deux chicanes consécutives. Quand je vous présente maintenant normalement les calculs auxquels j'ai abouti, les résultats plutôt auxquels j'ai abouti, les voici. Donc ce sera strictement à partir d'ABAC qui me trace les J frottements, on va dire, les J hydrodynamiques, c'est-à-dire lambda sur 8. Le lambda, c'est le coefficient de paire de charge linéaire. Coefficient de paire de charge linéaire, on l'appelle également parfois le facteur de Darcy. Donc voici la BAC du Coulson et Richardson. J'ai un Reynolds côté tube de, parce qu'il est 37 666. Je viens ici, puisque ça c'est côté tube. Ce n'est pas dit, mais j'ai dû rogner, ça n'apparaît plus, mais c'est côté tube. Je remonte, je trouve 3,5 10 puissance moins 3 que je vais mettre là, comme ceci. Je vais maintenant trouver l'autre abac, celui relatif au coefficient à J, mais côté calandre, cette fois-ci, pas côté tube, côté calandre. Donc je le mets là, le voici. Je suis à une fenêtre de 25% de degré d'ouverture. J'ai mon nombre de Reynolds qui est égal à 25 263. Je viens ici, le voici. Voici le Reynolds. Je vais jusqu'à la courbe, je projette et je lis 4,4 approximativement, 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2 que je mets là aussi sur mon graphique comme ceci. Et maintenant, une fois que j'ai fait tout ceci, je vais aller m'occuper de mes paires de charge, côté tube ou côté collante, en négligeant évidemment, comment est-ce qu'on appelle ça, la variation de la viscosité, comme je l'ai dit. Donc je néglige la variation de la viscosité. Après tout calcul, quand j'effectue mes calculs avec ces valeurs, connaissant tout, je connais tout, je trouve ceci. Donc vous avez les vitesses, vous avez la longueur de tube, ici c'est la longueur effective. Évidemment, ici quand je traverse un tube, je vois tout le tube. En revanche, côté calandre, je ne vois pas les parties recouvertes par la plaque tubulaire. Une fois que j'ai fait mes calculs, je trouve ces deux valeurs très proches de 1, en dessous et au-dessus. Ça marche très bien donc côté calandre. Côté calandre, ça marche très bien. Côté tube, je dépasse un tout petit peu les recommandations et les consignes. En conséquence, il faut traiter les paires de charges côté tube, c'est-à-dire les diminuer. Il faut diminuer les paires de charges, la paire de charges côté tube. Comment? Eh bien, c'est ce qu'on va voir à travers la prochaine diapositive. Alors, quand je vois l'expression de la paire de charges, la voici, il y a un T, il y a L, la longueur des tubes, inversement proportionnelle au diamètre, mais il y a la vitesse. Donc je voudrais savoir sur quels paramètres agir pour pouvoir faire baisser ma paire de charge côté tube. Donc pour cela, écrivons juste l'expression de la vitesse débitante V1 en fonction du débit massique. Alors je vous rappelle, ce sera W fois grand T sur 1T divisé par ρ pi d2 sur 4, c'est-à-dire la section droite d'un tube, section droite intérieure d'un tube. Élevé au carré, ça me donne tout ceci. Par conséquent, vous l'avez compris, la perte de charge totale sera proportionnelle au nombre de passes côté tube au cube, proportionnelle à la longueur des tubes, inversement proportionnelle au diamètre à la puissance 5, inversement proportionnelle
au nombre de tubes, où est-ce qu'il est? Au carré, quelque chose comme ceci. Voilà. Et donc, pour pouvoir faire diminuer ma paire de charges, je peux agir sur 3 paramètres, puisque un T, je ne peux pas aller directement et dire je vais diminuer le nombre de tubes. Ça ne se passe pas comme ça. On joue sur le nombre de tubes, on joue sur le diamètre ou la longueur, pas un T directement. Donc en fait, j'ai 3 paramètres sur lesquels je peux agir pour pouvoir baisser, pour pouvoir faire baisser ma paire de charges. Le nombre de passes côté tube, le diamètre intérieur des tubes et leur longueur. Commençons par ce qui est invraisemblable. Diminuons le nombre de passes côté tube. Je le dis, c'est invraisemblable puisque dès le départ, nous avions augmenté de 2 à 4 le nombre de passes parce que V1, la vitesse débitante à l'intérieur, ne respectait pas les critères, c'est-à-dire qu'elle n'était pas comprise entre 1,5 et 2,5. Mais je vais faire comme si que je ne me rappelais pas de cette étape-là. Donc je vais faire ceci. D'abord, je résume un peu. Voici à quoi nous avons abouti lors de cette étape. J'en suis arrivé ici. Donc faisons comme si qu'on ne savait pas. Concentrons-nous sur le nombre de passes. Diminuons ce nombre de passes de 4 à 2, comme ceci, et voyons ce qui va se passer. Donc je vais reprendre les calculs, tous les calculs. Évidemment, j'ai une feuille Excel, donc les calculs découleront très rapidement, mais je vous les présente ici. Et vous voyez de prime abord, tout ce qui est en rouge, ça ne marche pas. La vitesse débitante dans les tubes, elle n'arrive pas à atteindre 1,5. De la même manière, la paire de charge côté tube, elle dépasse 1 bar. Par conséquent, je l'ai compris, ça ne marchera pas. Mais je continue à faire défiler les résultats pour que vous sachiez comment que j'ai fait. Maintenant, quand je vais déterminer la deuxième partie des résultats, parce que je peux arriver à ces résultats finaux, je pars d'un point de vue paire de charge et H, il m'a fallu avoir le nombre de tubes. Donc pour le nombre de tubes, par exemple, j'avais 137,73. Quand j'ai arrondi, là c'est plus simple, puisque je n'ai pas 4 pas, j'ai uniquement 2. Donc il faut arrondir au supérieur paire, c'est-à-dire 138. Je me rends compte également que le test numéro 2 n'est pas vérifié, puisque je dépasse, L sur D dépasse 10. En revanche, delta U sur U est très bon. Je suis à 6,14%. 6,14%. Alors, et pour ce qui est de la géométrie des chicanes, ben pour la géométrie des chicanes, je vous présente ça pour si quelqu'un veut refaire les calculs. Quand je prends 0,3, je trouve un nombre de chicanes qui n'est pas entier. Et donc je vais arrondir. Quand j'arrondis, alors il se pourrait qu'on vous dise, choisissez une calandre qui doit disposer impérativement des 2 tubulures placées côté calandre présentes sur une même génératrice. Dans ces conditions, vous devez choisir un nombre impair de chicanes. Moi, puisque ce n'est pas une contrainte qui m'a été dictée en début d'exercice, donc je vais faire abstraction de ça. C'est pour ça que j'arrondis directement au supérieur. Là, il se trouve, j'arrondis 33 à 34. Par conséquent, je l'ai compris, les 2 tubulures se disposeront diamétralement opposées. Quand je corrige B, je trouve 103,12 et je suis approximativement égal à 0,3. Donc je retiens ce chiffre-là, c'est pas grave, même si ce n'est pas 0,3, je reste toujours dans les normes. Je continue. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'étape 1 n'a pas marché. L'étape 2 n'a pas marché. Et l'étape 6 n'a pas marché. Je ne les ai pas respectés. Donc je ne peux pas aller toucher au nombre de passes côté calandre. Observons maintenant, si je m'intéressais à faire bouger plutôt le diamètre D1. Alors, je vais enlever tout ça. Voilà. Je vous rappelle que j'avais choisi une BWG égale à 16. Ça m'avait donné, à partir du choix de ce diamètre petit, ce diamètre intérieur. Eh bien, je vais rester sur
Parce que qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait faire baisser la paire de charges à l'intérieur, sans faire augmenter la paire de charges côté calandre. Donc je ne vais pas m'amuser à toucher au diamètre extérieur. Je vais jouer uniquement sur le diamètre intérieur. Pour pouvoir l'agrandir, je dois jouer sur la BWG. Mais il se trouve qu'il se pose un problème, un gros problème. Quel est-il? Le voici, je vous le présente sur la diapo. Lorsque j'ai choisi 16, BWG égale à 16, l'épaisseur n'était que de 1,651 mm. Ça me procurait un diamètre égal à 15,748 mm. Si je vais au-delà, si j'augmente la WG pour augmenter le diamètre, j'augmente le diamètre intérieur. Évidemment, l'épaisseur diminue. Or, nous avons dit que les recommandations nous demandent de nous placer au maximum à une BWG égale à 16. Autrement, les tolérances pour la corrosion et les tolérances aux grandes pressions ne seront plus assurées. Et donc, vous vous retrouverez avec des tubes qui peuvent se corroder très rapidement et donc il va y avoir une érosion, ou alors des tubes qui ne supporteront pas les grandes pressions et éclateront. Par conséquent, en première approximation, je ne vois pas pourquoi je vais toucher la BWG, parce que j'ai peur cette fois-ci, pas des calculs, mais d'un point de vue pratique, que mon échangeur présente un point faible par rapport à la corrosion et à sa capacité ou à sa faculté de pouvoir supporter de grandes pressions, sa capacité à supporter les grandes pressions côté tube. Par conséquent, je vais abandonner cette piste, rester sur ma BWG et non pas choisir la 18. Je ne vais pas choisir la 18 parce que la 18 me procurera un grand diamètre, il est vrai, mais j'ai peur que ce diamètre, cette épaisseur trop fine, ne m'assure pas une parfaite étanchéité de mon tube ou bien une résistance à toute épreuve. Par conséquent, je vais aller vers mon troisième et dernier recours, à savoir, je ne peux toucher que la longueur. Je vais la diminuer. Rappelez-vous, j'étais déjà comme ceci. Alors, ça va arriver. Donc, je vais jouer cette fois-ci sur la longueur. Alors, rappelez-vous, d'abord en première, rappelez-vous, lors de la première, enfin, du début de la séance, j'avais opté pour un tube long de 4,88 parce que je voulais avoir une calandre petite. Je réfléchissais en termes de coût. Rappelez-vous, le coût est proportionnel au diamètre de la calandre. Donc, je m'étais, pour avoir des diamètres de calandre petits, j'avais opté pour des tubes longs. Puis m'était tombé le test numéro 2 qui me disait non, on ne pouvait pas choisir les 16 feet, c'est-à-dire 4,88 mètres. Pourquoi? Parce que je n'étais pas entre 5 et 10. L sur DC n'était pas compris entre 5 et 10. J'ai dû diminuer la longueur. Je m'étais placé à 3,66, c'est-à-dire 12 feet. Maintenant, je vais encore diminuer. Et je vais faire abstraction du coût de l'échangeur. Parce que je l'ai compris, le tube ne sera plus long, le diamètre sera grand, par conséquent, il coûtera plus cher. Donc, je vais aller vers le dernier recours, c'est-à-dire choisir un échangeur présentant des tubes de 8 feet, c'est-à-dire 2,44 mètres, et je vais voir, ça va me donner quoi. Donc, je fais ce choix. Je calcule la longueur effective, comme ceci, la longueur c'est 2,44. La longueur effective, il faut retrancher 2 fois 25, c'est-à-dire ce résultat, je trouve 2,3892 mètres. Puis, je reprends mes calculs là où il y aura les différences, c'est-à-dire la vitesse débitante va changer. Je vous présente maintenant les calculs, mais vous l'avez compris, le nombre de tubes va changer, puisque la longueur a changé. L sur D, il faudra que je le vérifie. Les vitesses débitantes vont bouger, et à la fin, les paires de charges, est-ce qu'elles seront bonnes ou pas? Donc, je commence. Ça tombe bien, tout est au vert. Les vitesses sont comprises pour ce qui est du tube entre 1,5 et 2,5. Pour ce qui est de la calandre, c'est toujours compris entre 0,3 et 1 mètre par seconde. Les paires de charges sont très bonnes, elles sont très faibles même. J'arrive même pas à 0,5 bar. Je continue. Pour le nombre de tubes, quand j'ai fait mes calculs, je trouve 208. Mais puisque j'ai 4 passes, il faut arrondir au nombre qui sera un multiple de 4, à savoir 212, comme ceci. Je calcule le nouveau L sur D.
Je trouve 5,57, c'est très bien. Je suis entre 5 et 10, donc il est vérifié, il est au vert. Je calcule le delta U sur U. Je trouve 5,05%, c'est très bien aussi. Je vais maintenant vous présenter les données géométriques par rapport à la calandre, par rapport aux chicanes. Donc quand je choisis 0,3, malheureusement, comme d'habitude, je trouve 17, donc un nombre qui est décimal. Je dois donc arrondir, mais là, je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand j'ai arrondi à 18 pour avoir un nombre pair, il s'est posé un souci. C'est que j'étais très loin du 0,3. J'étais à 0,28 et quelques. 0,28. Je trouvais que c'était un peu excessif, donc j'ai arrondi. Mais je n'ai pas arrondi au 17. Je me suis dit, allez, amusons-nous et supposons qu'on désire avoir toujours les deux tubulures côté calandre qui sont placées diamétralement opposées. C'est pour ça que j'ai arrondi au 16. Mais vous aurez pu aussi choisir 17. Hein. C'est laissé à votre libre choix. Puisque dans le début du problème, on ne nous a pas donné comme consigne qu'il fallait que le détubulure se situe sur une même génératrice. On m'a rien dit. Donc je peux faire comme je veux. Donc j'ai continué comme ça, de manière triviale. J'ai choisi le 16 et non pas le 17. La plage va être donc corrigée. Je vais avoir non pas 0,3 mais 0,32, 0,8. Et l'espacement entre deux chicanes, ou bien le pas de chicane, c'est 140,54 mm. Par conséquent, je vois la fin arriver. Tous les tests ont été vérifiés. Tout est au vert. Et donc, ça marche. Les résultats que je viens de vous présenter, ou bien les hypothèses émises au début, marchent très bien, à savoir le choix d'un U0 initial égal à 701,85, le choix d'une longueur égale à 244, le choix d'un diamètre intérieur-extérieur égal à 19,05 mm, et le choix d'une BWG égale à 16 m'ont conduit à ces résultats qui respectent totalement les consignes et les recommandations. Quand je dis consignes, je suis en train de parler des tests et des recommandations. C'est donc, voilà la fin de cet échangeur, plutôt la fin du dimensionnement de cet échangeur qui est résumé à travers cette diapositive, la dernière, la 41. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, quelqu'un d'autre aurait pu trouver d'autres résultats différents, un tout petit peu par rapport au mien. C'est normal. Il n'y a pas de recommandation bien précise. Il y a à la fin que quand nous faisons ce dimensionnement, comparer les nôtres et ensuite aller voir d'un point de vue coût qui va être plus cher que l'autre, qui va coûter plus cher que l'autre. Sinon, c'est bon, voilà. Ben voilà, normalement, si j'ai le temps, je vais essayer de trouver un autre problème dans lequel euh, on ne pourra pas travailler avec un échangeur à plaque tubulaire fixe, il faudra aller vers les deux autres choix. Sinon, donc, d'ici là, portez-vous bien. J'espère que ça vous a plu, comme ça m'a plu à moi. Donc, voici une première application. Et prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère. Merci. Au revoir.